Nous sommes en plein mois d'octobre, quelques semaines à peine avant Halloween, et forcément, les sorties de films d'horreur américains attendus se multiplient et se bousculent au portillon. Hellraiser et Jeepers Creepers Reborn, par exemple, que j'ai déjà eu la chance de voir et dont nous parlerons tôt ou tard, et bien sûr, le film qui nous intéresse aujourd'hui, Halloween Ends, qui voit le retour de Michael Myers sur nos grands écrans pour clôturer la trilogie de David Gordon Green, est sortie mercredi dernier. Une trilogie qui aura eu pour elle de beaucoup faire réagir. Son premier opus m'aura tout d'abord convaincu, avant que ce constat ne se retrouve un petit peu plus fragilisé à chacun de mes nouveaux visionnages, qui me feront tous un peu plus changer négativement d'avis. Puis, Halloween Kills sera une vraie cruelle déception, pour moi, comme pour beaucoup d'autres d'ailleurs, et si vous vous demandez pourquoi, je ne peux que vous inviter à aller visionner ma vidéo sur le sujet. Ce n'est donc pas le cœur empli de sérénité que j'achetasse mon ticket pour la séance de 22h, le jour de la sortie, à l'UGC de Brooker. Et me voici désormais devant vous, pour vous en parler, comme à mon habitude. Donc, bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Halloween Ends. Halloween Ends se déroule 4 ans après les deux films précédents. Michael Myers a disparu, mais le mal est fait et continue de rôder sous d'autres formes. Car les habitants de Haddonfield créent leur propre boogeyman, notamment avec Corey Cunningham, babysitter d'un soir, qui provoque accidentellement la chute mortelle du gamin insupportable qu'il devait garder. Ce qui causera son rejet par le reste de la ville, qui l'étiquettera psychopathe. Voilà qui le relie à la famille Strode, que beaucoup à Haddonfield considèrent comme responsable indirect des tueries de Michael, surtout Laurie, elle qui essaye de retrouver une existence ordinaire en tentant même de participer normalement aux festivités de Halloween. Sa petite fille, Allison, vit désormais avec elle et cherche également à oublier leurs déboires avec Myers qui ont débouché sur la mort de ses amis, de son ex et de sa mère, entre autres. Sa condition la rapprochera grandement de Corey en qui elle se retrouve, mais les harcèlements continus subis par le jeune garçon vont finir par réveiller le mal qui sommeille en lui. Voilà plus ou moins l'histoire de départ du film. Et là, même sans l'avoir vu, vous devez déjà être en train de vous demander: mais il est où, Michael? Ah, et inutile de le préciser puisque tu l'auras certainement compris, mais je vais spoiler. A priori, rien qui ne puisse gâcher votre propre visionnage, mais je le dis afin d'éviter le sempiternel commentaire mécontent à propos du divulgachage. Chacun ses tracas. En fait, pour moi, vu la fin du film précédent, je me demandais vraiment comment David Gordon Green et les multiples autres scénaristes avec lesquels il a bossé sur ces 3 films allaient continuer à exploiter Michael Myers et terminer décemment cette trilogie. À mon sens, ils ont pas mal désamorcé le personnage en transformant certaines métaphores, certains symboles qui étaient présents depuis le premier film, en éléments véritablement premier degré. Et à mon sens, pour aller correctement dans la même direction, celle qu'il a lui-même choisie dès le premier film de sa trilogie, pour rester cohérent et pertinent, il fallait nous proposer un film sans Michael Myers. Ou presque. Et première bonne surprise, du coup, c'est quasiment le cas. Myers est absent d'une bonne partie du métrage. Comprenez-moi bien, je suis comme vous. Moi aussi, quand je vais voir un Halloween en salle, j'ai envie de voir un Michael complètement déchaîné nous délivrer un body count des plus énervés, comme, et il faut bien le souligner, ce fut le cas dans le deuxième film. Mais il nous a déjà à peu près tout raconté sur son tueur avec ses 2 premiers films. Le premier remettait le duel Strode-Myers sur le devant de la scène, le deuxième revenait sur le mal absolu qui anime Michael et la façon dont il est alimenté par la peur, la haine, l'ignorance, etc. Pour ce 3e opus, Gordon Green continue d'explorer cette philosophie du mal en imaginant que celui-ci continue d'être relayé par les habitants de la ville de Haddonfield. Il y a également cette idée, assez géniale je dois bien l'admettre, qui veut que Myers soit grandement lié à Laurie. Maintenant qu'elle parvient enfin à l'oublier, à aller de l'avant et à essayer de vivre normalement, il s'affaiblit, à tel point qu'il est obligé de rester caché. Ce n'est que lorsqu'elle verra le même genre de mal dans les yeux du jeune Corey qu'elle se remettra à craindre son retour, qu'elle provoquera donc de façon un petit peu ironique. Michael Myers et Laurie Strode sont en quelque sorte les faces d'une même pièce. Mais ce retour de Myers ne survient vraiment que dans le dernier tiers du film. On le voit quelque chose comme 10 grosses minutes dans tout le long métrage. Et c'est une estimation, ne t'en formalise pas trop non plus. Et du coup, sans Myers, sur quoi le film peut-il bien se concentrer? Je l'ai déjà un tout petit peu révélé.
Nous allons voir Corey évoluer et se rapprocher de plus en plus du mal avec un grand M que Michael Myers représentait jusque-là. En parallèle, nous suivrons aussi l'évolution d'Allison qui étouffe à Haddonfield, qui ne cesse de lui rappeler les événements qu'ils ont subis, Corey et elle. Elle prendra les sombres transformations de comportement de Corey pour un besoin de changement, voire de rébellion, mais sans voir venir les violentes tueries qu'il va perpétrer. Car oui, en bon relais de Myers, Corey va finir par passer à l'acte et se venger de tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à ses harcèlements, à la dégradation de son image et de son bonheur, jusqu'à ce que Laurie, qui reconnaît donc le boogeyman en lui, finisse par s'interposer. Pendant plus de la moitié du film, nous allons donc suivre les personnages de Corey et de Allison, la façon dont ils supportent mal la vie à Haddonfield et comment ils vont évoluer au milieu de cet environnement hostile. Que ce soit ensemble, en tant que couple, ou en tant que personnages indépendants, bien entendu. Et il y a pas mal de choses à dire sur tout ça. Tout d'abord, il est bien sûr rafraîchissant de voir l'intrigue s'éloigner aussi drastiquement de ce à quoi la saga, et même les films de Gordon Green, nous ont habitués jusqu'ici. Il y a de vraies bonnes idées, aussi bien dans le développement de l'intrigue en elle-même que dans les discours qu'il y a derrière, cinématographiques comme idéologiques si j'ose dire. L'ombre de Michael Myers continue de planer sur tout le film, elle est la cause indirecte de tous les événements qui nous sont proposés, mais il n'apparaît presque pas, et ça rejoint bien son rôle d'incarnation du mal, finalement, et de comment il est renforcé par la haine et la peur, qui sont par exemple exacerbés par les médias, comme le représente cet animateur de radio, qui sera la victime du meurtre le plus gore de tout le film, en lui coupant notamment la langue, tout un symbole. Un beau doigt d'honneur de David Gordon Green à ces médias qui propagent la haine avec leurs discours nauséabonds, et qui mettent de l'huile sur le feu, par exemple, un thème déjà beaucoup exploité dans le film précédent. Pendant la majorité de ces scènes, nous avons droit à quelques images tout bonnement superbes, à l'instar de ces moments passés par le couple en moto, véritable bulle d'amour, de liberté, de sécurité et de bonheur, au milieu de scènes plus dures et malheureuses, durant lesquelles Gordon Green parvient à nous emmener, nous aussi, sur la route du bonheur. Ce sont des scènes assez courtes, mais elles fonctionnent totalement. Par contre, la relation entre Allison et Corey, elle, a de quoi interroger dès le départ. Elle évolue très vite, de façon un petit peu maladroite, pas très naturelle, clairement pour les besoins du scénario. Que ce soit les prémices de leur amour, si je puis dire, leur première dispute, puis les réactions d'Allison face à un pseudo-twist du film qui oppose Laurie à Corey, bref, tout paraît forcé. Rien de tout cela n'est très convaincant, et oui, donc tous ces éléments font un petit peu, forcé. Ouais, on pousse pour que ça passe. On sent qu'ils étaient nécessaires pour orienter le film dans la direction souhaitée par les scénaristes, mais tout cela n'avance pas forcément de façon très fluide. Quant à l'absence de Myers, pour moi, c'est limite l'un des bons points du film. Il y a déjà plusieurs spectateurs et critiques qui ont un petit peu gueulé à l'arnaque, avançant que l'une des seules raisons qui poussent les spectateurs à aller en salle est la présence du boogeyman masqué et de ses body counts en bonne et due forme. Ce n'est pas totalement faux, mais j'ai vraiment du mal à comprendre ce rejet d'une ambition nouvelle au sein d'une saga que j'aime, mais qui a trop souvent complètement tourné en rond. Surtout que j'ai personnellement l'impression que Michael nous a livré tout ce qu'il avait dans le ventre, en particulier dans cette trilogie. Puis, vu comment le film précédent se terminait, encore une fois, j'avais beaucoup de mal à imaginer comment Myers pourrait revenir en mode slasher no brain, comme à son habitude. Ça aurait été un rétropédalage assez incompréhensible à mon sens. Mais au-delà de tous ces éléments, pour moi, ce film exploite, au moins en partie, ce qui reste à ce jour l'une de mes idées préférées de la saga originale, ou plus ou moins originale, selon comment vous considérez les différentes timelines. La fin du 4e volet, qui voyait la petite Jamie Lloyd désormais habitée par le mal de Myers, en mode meurtrière masquée, qui renvoyait à l'introduction du premier opus de Big John en personne. Myers avait donc passé le témoin à une autre tueuse en puissance. Le mal s'était propagé. J'avais trouvé, et je trouve encore, cette fin géniale. Et j'avais eu la sensation que le 5e film me crachait à la gueule, puisqu'il abandonnait totalement cette idée et faisait comme si de rien n'était. Un gros acte manqué, à mon sens, que vient, en quelque sorte, toute proportion gardée, réparer ce Halloween Ends. Comme quoi, la saga a souvent senti qu'elle devait continuer sans Michael Myers, et ce malgré l'amour que le public lui portait. Qui est sans doute la seule raison pour laquelle on a autant de films Halloween, finalement. Halloween 3 et 4, qui essayaient d'abandonner en quelque sorte le personnage pour aller dans d'autres directions, sont des preuves de ce postulat. Ce Halloween Ends avait besoin d'écarter un tout petit peu le boogeyman pour explorer les thématiques qui l'intéressaient réellement. Et si cette idée-là me plaît beaucoup en tant que telle, son exécution, encore une fois, n'est pas toujours parfaite. Par exemple, mettre Myers de côté aurait pu laisser plus de place à Laurie Strode, véritable héroïne de la franchise, finalement, mais ce ne sera pas vraiment le cas.
En fait, j'ai l'impression que notre ami David Gordon Green n'a jamais réussi à utiliser ce personnage légendaire, et ce, dans toute sa trilogie, à part peut-être dans le tout premier film, mais c'est celui qui prenait le moins de risques, donc bon. L'envie de lui faire retrouver un quotidien normal est louable et cohérente, et la plupart des scènes où elle apparaît m'ont paru logiques et plutôt bien menées, jusqu'à sa nouvelle confrontation avec le mal, que ce soit Corey ou Michael Myers dans l'acte final. Par rapport à la menace représentée par Corey, qui tourne autour d'Allison, j'ai trouvé presque tous les actes de Laurie incompréhensibles ou au mieux maladroits, et j'ai vraiment eu du mal à comprendre la direction que prenait le film. Encore une fois, manque de fluidité dans les événements et une impression que la fonction narrative des actions prenait le pas sur leur logique ou la façon dont elles étaient amenées. Et enfin, l'acte final, qui voit les deux adversaires de toujours s'affronter, est également un poil décevant. Myers se fait rapidement dépasser et c'est presque à un massacre que nous assistons, celui du Boogeyman. Encore une fois, c'est plutôt cohérent avec tout ce que Gordon Green nous a montré dans le volet précédent et dans le développement des deux personnages. Je n'ai pas trop de soucis avec ça. Ce qui m'a dérangé, c'est plutôt le manque d'ampleur épique du combat. Tout va très vite, tout manque de panache, et ça m'a personnellement laissé cruellement sur ma faim, même si le fait d'assister à une véritable agonie d'un des plus grands boogeyman du cinéma américain a quand même quelque chose de spécial, c'est certain. Puis, nous avons la fin, cette procession des habitants de Haddonfield qui veulent s'assurer que Myers ne reviendra jamais, qui m'a paru complètement expédiée, encore une fois, sans aucun grandiose ni panache. L'image d'une marche blanche m'est venue en tête et le parallèle me semble génial, mais mal exploité, et à nouveau, il me semble ici surtout correspondre à un besoin scénaristique, mais il est maltraité. Pour autant, la fin de Michael Myers telle que David Gordon Green nous la propose reste cinématographiquement intéressante, puisqu'on a l'impression que c'est la franchise elle-même qui le détruit. Pour certains, c'est le cas, mais de façon différente. Cela résonne comme la promesse que Michael Myers ne reviendra plus hanter les rues de Haddonfield, aussi bien pour ses habitants que pour les spectateurs. Seulement voilà, c'est un mensonge, ou au moins une fausse promesse, puisque Jason Blum, que j'adore comme vous le savez, lui-même a révélé en interview qu'il y aura très certainement d'autres films Halloween. Tant qu'il y aura du succès, il y aura des films pour en profiter. Et de plus, il a révélé qu'il y avait une clause dans le contrat du fils Akkad, producteur historique du film, qui interdit littéralement l'équipe de David Gordon Green de tuer Michael Myers. Ou comment la dure réalité des contrats de la vraie vie véritable vient gâcher une bonne idée de fiction et l'impact d'une fin définitive. Du coup, non, ce Halloween Ends n'est pas un véritable slasher. Il ne le devient qu'en milieu de film à peu près pour quelques scènes. Est-ce grave ? Nous parlons d'une franchise qui contient 13 putains de films, à un moment, je pense qu'un tout petit peu de renouvellement ne fait pas de mal, au-delà de la qualité du renouvellement en question, bien sûr. D'autant que nous avons pu voir ce qui se passe quand la saga, au bout de plusieurs films, ne sait plus quoi offrir d'autre que quelques meurtres vaguement brutaux. Il n'empêche que, contrairement à ce que j'ai pu lire et entendre, nous sommes devant un authentique film d'horreur qui délivre une atmosphère assez efficace par moments, à commencer par cette excellente introduction qui répond à celle de Carpenter, encore un cliché archi-vu et revu dans le cinéma de genre, mais sans pour autant à la reproduire cette fois, et parvient même plutôt à en détourner les codes et les principaux aspects pour les tordre et les plier à la vision de David Gordon Green et les discours qu'il a mis en place dans sa trilogie. Puis, nous avons tendance à oublier qu'il sait comment manier une caméra, ce qui n'a pas toujours été le cas des réalisateurs de films Halloween malheureusement. Certains mouvements de caméra des plus ingénieux viennent mettre de la vie dans un Haddonfield plus terne que jamais, en reliant les différents mondes et niveaux qui le composent entre eux de façon aussi efficace qu'agréable à l'œil. Et certaines scènes à l'esthétique peut-être un poil trop clipesque restent superbement shootées, à l'image de cette fête de Halloween au doux relent cauchemardesque. Puis bon, je suis un peu obligé de le dire, mais... Andy Matichak... Le film gagne forcément quelques points juste grâce à elle, non? Puis Corey, avec son masque d'épouvantail, il m'a un peu volé la vedette. C'est moi, normalement, qui aurais dû accompagner Allison à cette fête de Halloween. Pour le coup, je me sens un peu lésé. Bon, peut-être que je m'égare, car tout n'est pas si rose non plus. Et j'ai beau avoir été emballé par certaines idées, vous l'aurez compris, l'exécution de ces idées ne m'a pas toujours convaincu, bien au contraire. J'ai déjà assez lourdement appuyé dessus, mais il y a de très nombreux éléments qui sont amenés maladroitement ou trop appuyés qui font très cahier des charges. Mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est que beaucoup de personnages secondaires entrent exactement dans la même case. Ce sont des personnages fonctions, sans profondeur ni personnalité. Et pourtant, le début du film tentait des choses, par exemple avec ce harceleur lui-même constamment humilié par son père, qui amenait cette idée que les bourreaux créent d'autres bourreaux, un sujet pas mal au centre de cette nouvelle trilogie. Mais à part deux scènes là-dessus, silence radio, et ce qui ressemblait à un traitement pertinent devient juste un personnage cliché parmi d'autres. Pire encore, certains de ces personnages sont issus des films précédents et sont donc de véritables pétards mouillés puisqu'on ne fait rien de leur parcours et qu'on les résume tous à une action hyper sommaire, à un rôle des plus limités chacun.
En gros, les 4 scénaristes à l'origine de Halloween Ends, et parmi eux Gordon Green, avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient dire et raconter à travers leur film, mais étaient moins sûrs de comment ils devaient le faire. La voix off insupportable de Laurie Strode qui doit tout nous expliquer en détail vient encore renforcer cette impression, comme certains dialogues du film, beaucoup trop explicites et qui doivent constamment appuyer sur ce que Gordon Green cherche à nous dire, tendance moins affirmée que dans le volet précédent, mais tout de même bien trop présente. Et ça, c'est quand ils ne sont pas purement et simplement débiles, car on a quelques lignes qui mériteraient un prix tant elles sont ridicules. Puis j'ai un peu l'impression qu'il nous manque certaines scènes ou que d'autres ont été raccourcies. Pourtant le film est déjà bien long. Ou alors c'est juste que certaines sont mal rythmées ou mal racontées. Mais encore une fois, il y a de véritables problèmes de fluidité dans le film. Et la fluidité, moi, ça me connaît. Si certains attendaient un duel épique entre Laurie et Michael, bien sûr qu'ils seront déçus. Mais encore une fois, c'est pour moi logique et cohérent avec ce que cette trilogie nous a offert jusqu'ici. La guérison de Laurie Strode et ses différentes étapes, ainsi que la façon dont le mal naît, est entretenu, propagé, puis combattu. Les discours, censés être proposés sous la forme de métaphores, reviennent bien trop souvent dans le film, martelés de façon premier degré de manière un peu désagréable, mais Halloween Ends reste bien moins agaçant que son prédécesseur à ce sujet, ce qui atténue sans doute ma sévérité. La réalité, c'est que le film prend des risques, est probablement le métrage le plus personnel de la trilogie et s'éloigne de ce qui a fait le succès de la franchise, ce dont Gordon Green est tout à fait conscient si on en croit certaines de ses interviews durant lesquelles il pense qu'il va se faire allumer. Michael Myers ne nous manque pas forcément et a déjà tant donné dans le reste de la saga qu'encore une fois, ça ne me dérange pas du tout de voir un film Halloween tenter de faire autre chose. Ça dérangera surtout les spectateurs qui venaient en étant persuadés qu'ils allaient le voir, mais selon moi, ça montre un manque de compréhension à l'égard de la trilogie et ce que nous avait déjà fourni David Gordon Green. Puis aussi, il faut pouvoir accepter que le film change un petit peu les règles du jeu. Voilà, c'est pas le spectateur qui décide. J'ai même vraiment la sensation que nous ne sommes pas passés loin d'un grand film, ou au moins d'un très grand Halloween, vu les excellentes idées dont il part et la qualité de certaines images proposées. Seulement voilà, aveuglé par la direction qu'il doit prendre, Halloween Ends se perd en chemin, se concentre uniquement sur ses éléments les plus importants et délaisse tout le reste, ce qui nous donne un long métrage inégal, au scénario beaucoup trop évident, qui nous rappelle qu'un film, ce n'est pas qu'une succession d'idées intéressantes. À voir donc, mais ça ne mérite pas un 3 sur 10 sur Sens Critique, clin d'œil, clin d'œil. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.